Alors, quelques mots sur l'Institut avant de laisser la main. Donc, l'Institut européen de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération a été créé en 2014. C'est un organisme en fait, d'intermédiation qui a pour rôle de favoriser la coopération entre les acteurs engagés dans l'EFC. Ces acteurs, ils sont réunis, donc quand on parle de FC, économie de la fonctionnalité et de la coopération, on risque de le répéter un certain nombre de fois, donc l'acronyme, c'est pour notre santé à tous. Donc ces acteurs, ils sont réunis autour vraiment d'une visée de transformation sociale et environnementale, avec une conviction partagée autour du fait que la transition ne sera pas réalisable sans une transition économique qui questionne aussi notre rapport au travail. Donc on essaye de tenir en fait toutes ces dimensions, de faire converger des intérêts économiques avec les enjeux sociaux et les préoccupations environnementales actuelles. Donc pour ce faire, nous, à l'Institut, on a plusieurs missions. L'une d'entre elles consiste à regrouper et animer des réseaux d'entreprises, de territoires engagés dans une trajectoire qui relève du référentiel de l'EFC, mais aussi de bâtir une communauté de pensée et d'action au service de ces transitions. Et puis, on a également pour mission de produire des connaissances opérationnelles qui sont utiles à l'action. Et ça, on l'a fait notamment, justement, grâce à l'animation d'ateliers thématiques durant plusieurs années qui ont regroupé chercheurs, accompagnateurs et acteurs. Donc aujourd'hui, c'est le fruit en fait de l'atelier qu'on a animé sur la transition énergétique. Et puis la dernière mission qu'on a, c'est de diffuser ces connaissances et ces expériences qui sont issues des travaux de la communauté. Et donc c'est tout l'objet de la mise en place de cette série de webinaires qui a pour but donc de valoriser les travaux qui ont été menés dans ces ateliers. Donc aujourd'hui, je suis très contente d'ouvrir en fait cette série avec ce premier webinaire sur la thématique de la coopération au service de la transition énergétique. Et je vais donc laisser la main à Jean-Michel Touvignon, qui a co-animé l'atelier pendant plusieurs années, ainsi que Brigitte Corinthios, qui est chargée de mission à l'Institut et qui est également accompagnatrice d'un projet de transition énergétique dans le cadre du programme Coopter, qui est une coopération entre l'ADEME et le laboratoire d'intervention recherche Athémis, qui est à l'origine du référentiel de l'EFC. Voilà, donc bienvenue à toutes et tous. Encore une fois, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat et à poser vos questions que je vais modérer tout au long de cette session. Voilà, Jean-Michel, c'est à toi. Très bien, bonjour à tous. Donc, comme ça a été annoncé, je m'appelle Jean-Michel Touvignon. Je suis membre de l'Institut européen d'économie de la fonctionnalité et de la coopération depuis plusieurs années. Ingénieur de formation, j'ai fait l'essentiel de ma carrière dans l'énergie, dans le groupe Gaz de France, qui est devenu depuis Engie. Alors, j'ai l'honneur et le plaisir d'introduire les échanges de cette rencontre. Aussi, voudrais-je apporter un éclairage sur quelques éléments qui justifient que nous ayons retenu pour ce webinaire le thème de la coopération et choisi les deux témoignages auxquels vous allez assister tout à l'heure. L'atelier que je co-anime avec Thibaut Quessens, qui est ici présent, qui est par ailleurs adjoint au maire de Lens, et auquel participe très activement Stanislas Nosperger, qui est lui ingénieur de recherche à EDF, s'est donné comme objectif de préciser ce que l'on devrait attendre de la transition énergétique et d'identifier les pistes à emprunter pour y parvenir. C'est au travers de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération que nous avons exploré cette question. Alors, il est difficile de résumer en quelques mots ce qu'est l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. L'EFC, je dirais peut-être EFC d'ici la fin de mon propos. Je peux néanmoins vous dire que cette approche part du constat que le modèle économique dominant actuellement ne permet pas de relever les défis auxquels la société doit faire face. En effet, ce modèle repose principalement, donc le modèle dominant, repose principalement sur une logique de volume, c'est-à-dire que le revenu des entreprises est proportionnel, pour faire court, au volume de leurs ventes. Cette logique est largement admise, c'est presque la palissade que de le dire. Or, à y regarder de près, cela signifie que pour que l'économie prospère, il faut avoir un recours accru aux ressources matérielles, dont certaines sont pourtant limitées, ce qui en soi constitue une limite devenue importante au développement économique. Et pour autant, le service rendu par les entreprises, quant à lui, n'est pas nécessairement proportionnel au volume de leurs ventes. On peut même penser que ici ou là, ce volume peut devenir une nuisance. L'EFC vise donc à définir la trajectoire à emprunter pour sortir de ce modèle en identifiant les effets utiles de l'activité de l'entreprise
effet utile, c'est-à-dire ce qui constitue le service qu'elle rend réellement, et en créant les conditions de développement de ce service. L'énergie est de ce point de vue un exemple assez éloquent. En effet, les entreprises qui fournissent l'énergie n'échappent pas à la règle. Leur revenu est lié à la quantité de kilowattheures qu'elles vendent. Ce n'est donc pas naturel pour ces entreprises de faire réaliser des économies d'énergie à leurs clients. Pourtant, nous devons collectivement les faire, ces économies d'énergie. Et ces entreprises doivent nous y aider. Leur modèle économique les pousserait plutôt à faire l'inverse. C'est pourquoi d'ailleurs, les pouvoirs publics ont eu recours à des artifices pour les y contraindre et ont créé le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Alors, je n'entrerai pas dans le détail de ce dispositif, mais l'existence même d'un tel dispositif souligne l'inadéquation du modèle économique à la prise en compte dans ce domaine des enjeux sociétaux auxquels nous sommes collectivement confrontés. Les enjeux de la production, de la consommation d'énergie sont des enjeux sociétaux, c'est-à-dire des enjeux qui concernent le fonctionnement de la société dans son ensemble. À cet égard, vous noterez d'ailleurs que l'actualité révèle à quel point la société est fragile dès que la question énergétique est en crise. On le traverse aujourd'hui d'une manière un peu douloureuse. L'atelier transition énergétique de l'Institut a auditionné des porteurs d'actions de terrain engagés dans des projets innovants ayant trait à la question énergétique afin de préciser les effets attendus de la transition. Le prisme de l'EFC par lequel nous regardons ces questions nous invite à concevoir un nouveau modèle économique centré sur ces effets utiles qui sont attendus de la transition énergétique territoriale. Nos échanges ont d'une part permis l'élaboration d'un référentiel de la transition énergétique destiné à guider l'action des porteurs de projets et d'autre part confirmé qu'au-delà des questions techniques, les enjeux de coopération sont au cœur de la transition énergétique. Ce document, le référentiel, est vivant, il a vocation à s'enrichir par l'expérience, il clarifie les effets utiles que tout projet dans le domaine de l'énergie devrait s'attacher à réaliser, sans en négliger aucun, malgré les apparentes incompatibilités. Cela nécessite des débats, des discussions, des accords entre les différentes parties prenantes. En effet, la transition énergétique ne peut se limiter à la seule question du prix de l'énergie, qu'il soit régulé ou laissé aux dérives du marché, ni au seul développement des énergies renouvelables, et pas davantage à la seule question de la sobriété, même si tous ces aspects sont bien entendu très importants. La transition doit viser à relever de façon équilibrée les défis correspondant à l'ensemble de ces enjeux, dérèglement climatique, accès à l'énergie pour tous, préservation des ressources naturelles, maintien d'une santé publique, un habitat de qualité et durable, le développement économique, etc. Notre référentiel essaie de traduire toutes ces questions. Le rôle de la concurrence comme régulation du secteur de l'énergie, c'est ce qu'on constate aujourd'hui, donnant au seul prix un poids prépondérant, ne permet pas de garantir la réalisation de tous les effets attendus du système énergétique. Nous sommes en fait face à un modèle économique de marché qui est aujourd'hui à bout de souffle. La transition énergétique, qui doit donc prendre en compte divers enjeux, nécessite une approche globale qui ne peut se réaliser que par la coopération entre les acteurs concernés. Chacun est en effet porteur d'un aspect de la question énergétique, la production, la distribution, la maîtrise des usages, particuliers ou professionnels, l'amélioration de l'efficacité énergétique, la garantie de l'accès aux services permis par l'énergie, etc. Donc, plusieurs acteurs sont concernés simultanément, et en premier lieu, les autorités locales. L'organisation d'une telle coopération et la mise en place d'espaces de réflexivité la rendant possible deviennent donc essentielles à la réussite de la transition. En l'absence d'une telle coopération, la transition énergétique risque de s'enfermer dans une vision purement technique, décorrélée des enjeux territoriaux et susceptible de faire face à l'hostilité d'une population qui en perçoit les effets négatifs pour elle, sans être en mesure ni d'évaluer l'utilité pour tous, ni d'accéder à un compromis acceptable et compris, le fameux
effet NIMBY. Ce risque est d'autant plus marqué que l'approche choisie jusqu'à maintenant pour le déploiement des solutions d'énergie renouvelable réparties a été, à quelques initiatives près, dont nous verrons des exemples tout à l'heure, a été présentée et analysée sous l'angle de la faisabilité technique et du rendement financier d'ailleurs lié à un tarif de rachat artificiellement élevé, n'ayant pas fait l'objet de débats et donc par nature fragile. La coopération entre les acteurs concernés peut se réaliser dans des espaces d'intermédiation d'énergie. Ces derniers peuvent alors abriter des débats qui animeront ce que l'on peut appeler un système coopératif territorialisé. Dans ce système coopératif se construiront collectivement les solutions intégrées de biens et de services les plus utiles pour les territoires. Nos réflexions au sein de l'atelier de transition énergétique nous ont conduit à envisager ces espaces d'intermédiation. Toutefois, leur pertinence doit être confrontée aux réalités des territoires. Elle sera discutée au cours de ce webinaire à la suite de 2 témoignages de projets territoriaux de transition énergétique. Même si ces projets sont différents par leur nature technique, leur histoire, leur contexte territorial, tous 2 doivent faire face à des défis qu'un espace d'intermédiation adapté devrait permettre de surmonter. C'est ce que nous verrons. Faites-nous part de vos éventuelles remarques ou questions que mes propos peuvent susciter dans le chat. Nous tenterons d'y répondre lors de nos échanges. Pour l'instant, je vous propose, sans plus attendre, d'écouter les 2 témoignages. Et pour cela, je passe la parole à Brigitte. Merci Jean-Michel. C'est bon? Vous nous entendez? Vous m'entendez? Parfait. Ok. Donc, Brigitte Coratios, comme m'a introduite Roxane, dont je suis chargée de mission à l'Institut, que j'ai rejoint il y a quelques mois, et je suis récemment ralliée aussi à l'économie de la fonctionnalité de la coopération, et accompagne, du coup, dans le cadre du programme Coopter, nos 2 projets, Valérie Sol avec Combrailles Durable et Michel Papazian, d'Enercipa, dont on va entendre la voix d'ici quelques minutes. Alors, effectivement, nous avons le grand plaisir d'accueillir Valérie Sol, qui est chargée de développement à Combrailles Durable, dans les Combrailles en Auvergne, et puis Michel Papazian, qui est le président de la SIC Enercipa, qui est créée sur le pays d'Avignon. Je vais donc introduire les questions qui vont émailler notre webinaire. Et je vais commencer par toi, Valérie, honneur aux femmes, pour que tu puisses déjà poser quelles étaient les intentions initiales de Combrailles Durable à sa création. Je vais tout d'abord commencer par expliquer qui est Combrailles Durable, qui a été créé en 2009, donc qui s'est créé sous forme de coopérative citoyenne, labellisée par Énergie Partagée, et qui compte aujourd'hui plus de 300 sociétaires, tu me corrigeras si ce n'est pas tout à fait ça, et qui est propriétaire de 23 centrales solaires photovoltaïques réparties sur le territoire des Combrailles. Combrailles Durable, à son origine, a été très pionnier et a creusé un premier sillon dans le développement d'énergie citoyenne locale. L'offre originelle de Combrailles Durable repose principalement sur le développement de centrales et la production d'électricité photovoltaïque, en ayant expérimenté toutefois de nouvelles actions autour de la transition énergétique avec l'appui et l'engagement des bénévoles de Combrailles Durable. Aujourd'hui, la coopérative est à un tournant de son développement qui nécessite de revisiter son modèle économique. Et c'est tout ce à quoi nous allons nous atteler aussi à travers le programme Coopter dont on a fait référence tout à l'heure, pour voir comment accompagner une nouvelle évolution de Combrailles Durable. Donc Valérie, toi tu es administratrice de la SIC, tu étais d'abord administratrice de la SIC, bénévole, et tu as rejoint Combrailles Durable en tant que salariée il y a quelques mois. Est-ce que tu pourrais nous dire, du point de vue de Combrailles Durable, qui est situé sur un territoire rural à l'habitat dispersé, quelles étaient les intentions initiales de Combrailles Durable à l'origine du projet, sa raison d'être initiale, avec quelles compétences et points d'appui vous avez démarré, et finalement aussi quelles limites, quelles difficultés vous avez rencontrées. Voilà. Si tu peux déjà exposer le point de départ qui va nous permettre de rentrer dans le vif du sujet pour pouvoir apporter des éclairages. Et puis je donnerai la parole à Michel après toi.
Ok. Bon, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Valérie Sol. Alors, donc, comment l'histoire de Combray Durable est partie, en fait, sur une volonté de se dire comment est-ce qu'on peut, nous, en tant que citoyens, sur un territoire défini, se réapproprier la question de l'énergie sur notre territoire. Voilà, donc c'est un peu contrecarrer le modèle centralisé de l'énergie qu'on vit depuis des décennies et qui, à l'heure actuelle, est assez bouleversé. Donc en fait, il y a une dizaine d'années, puisqu'on a commencé effectivement l'aventure en fin 2009, voilà, l'idée était de voir comment est-ce qu'on pouvait, nous, développer des projets sur notre territoire. Sachant que moi, je ne fais pas partie du début de l'aventure, hein, je suis dans Combray Durable en tant que bénévole, j'ai commencé il y a 7 ans. En fait, les personnes qui ont fondé Combray Durable ne s'y connaissaient pas plus en énergie renouvelable et au développement de ces types de projets. Donc en fait, c'était plus une volonté, c'était plus une démarche, une volonté de faire. Et ça a commencé en fait sur ce territoire des Combrailles, donc qui se trouve dans le Puy-de-Dôme, en fait, au nord-ouest de Clermont-Ferrand. Et un petit village qui s'appelle Loubera, qui a 1300 habitants. Et en fait, c'est venu de parents d'élèves qui voyaient l'école, une nouvelle école sortir de terre. Et ces personnes s'interrogeaient en fait sur le fait de se dire mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Effectivement, cette école avait déjà pas mal de vertus, géothermie, cantine 100% bio, etc. Et donc, ces personnes sont allées voir le maire en disant bah, écoutez, il y a une super toiture bien orientée, est-ce qu'on pourrait aussi mettre un peu de photovoltaïque? Et le maire a dit bah, écoutez, moi je vous laisse carte blanche, j'ai pas les sous, à vous de faire. Ça a commencé comme ça. Au départ, c'était un peu les touristes des énergies renouvelables qui se posaient des questions, mais en fait, du coup, ils se sont, ce qui est toute la force de collectifs citoyens autour des énergies renouvelables, c'est qu'ils sont allés s'inspirer d'initiatives qui étaient déjà qui existaient déjà, notamment en Bretagne, comme éolienne en Pays de Vilaine, voilà, tout un tas d'exemples aussi en Belgique, etc. Donc, les collectifs citoyens, généralement, et aussi au travers d'énergie partagée pour avoir des ressources et des connaissances complémentaires. Donc, on est allé puiser, on a fait du pur copier-coller de ce qui se passait autour. Et on a commencé avec cette première centrale photovoltaïque sur cette école. Et ça a marché. On a levé des fonds, on avait nos premiers. Donc au départ, on était sous statut associatif, donc on avait nos premiers membres. Et voilà, ça a commencé simplement comme ça. Je le répète, ça s'est passé il y a 12 ans. Il y a 12 ans, là où le marché encore était, puisqu'en fait, nos centrales photovoltaïques sont en revente totale, donc le prix de rachat était encore intéressant. Donc, on arrivait à développer, après la centrale de Loubera, on est allé voir les villages alentours pour leur demander si, voilà, ils ne pouvaient pas nous prêter, les collectivités ne pourraient pas nous prêter leur toit pour continuer, en fait, cet essaimage de petits projets photovoltaïques. Donc, à la base, on était, voilà, c'était quelque chose qui était, entre guillemets, assez, économiquement, pas trop complexe à monter. Techniquement, on faisait appel à un installateur local et voilà. Donc après, en fait, on a développé ce modèle jusqu'en 2017. Donc toujours sur des toitures publiques, parce qu'on se disait que finalement, déjà, c'était le plus simple à faire, avec des conventions d'occupation temporaire, etc. Bon. Et également des toitures assez intéressantes, des toitures d'école, de salles polyvalentes. Donc, on pouvait développer des projets entre 9 et 100 kW crête.
et voilà, pérennité du fait que ce soit un bâtiment public. Et puis, le prix, effectivement, ce prix de rachat de l'électricité, puisque nous, on était orienté sur une revente intégrale, intégralité avec des conventions, des contrats signés avec EDF-OA et par la suite avec Enercop. Donc, contrat de revente totale. Et donc, ce modèle a commencé à s'essouffler à partir de 2017, où on a vu qu'effectivement, avec un prix de rachat qui commençait à diminuer sérieusement, nous plomber notre modèle économique sur ce type de format. Donc, même en faisant appel à quelques subventions auxquelles on a eu recours, on s'est dit qu'on allait vite s'essouffler sur ce type de modèle. Voilà, donc ça nous a réinterrogé sur la poursuite de ce type de projet. Et maintenant, on est actuellement sur des réflexions depuis 1 an et demi, enfin des réflexions et des amorces de nouveaux projets, notamment avec un partenariat avec Enercop Auvergne-Rhône-Alpes sur d'autres types de projets, comme des petites centrales photovoltaïques au sol sur des terrains, des sites dégradés et pollués. On peut continuer le projet de centrale sur toiture, mais on ne va pas en deçà de 100 kW crête, c'est-à-dire qu'il faut qu'on essaye de prospecter sur des toitures qui font plus de 600 mètres carrés, ce qui est beaucoup plus compliqué. Voilà, pour que notre modèle économique tienne. Donc, on est en format SIC, Société coopérative d'intérêt collectif sans but lucratif, labellisée ESUS. Donc, voilà, donc effectivement, on a aussi le fait que voilà, il faut qu'on se tienne à quelque chose, enfin, développer des projets qui sont viables économiquement. Notre modèle nous fait réinvestir, et ça c'est voté c'est voté tous les ans en AG. L'intégralité des recettes sont reversées pour les nouveaux projets. Voilà, donc notre ADN, il est là. Et donc là, effectivement, on change un peu. On est dans une phase de passage, de transition sur des nouveaux types de projets, d'énergie renouvelable. Et également, le fait aussi de se frotter à la réalité du terrain où on se trouve avec un manque d'acculturation sur les enjeux du dérèglement climatique et des solutions en termes d'énergie renouvelable, ce qui nous fait penser aussi, ce qui nous a amené à développer tout le pan sensibilisation, animation autour de ces questions, donc enjeux du dérèglement climatique, solutions énergie renouvelable, auprès des territoires, des acteurs du territoire en général, des citoyens. Ça, c'est quelque chose pour nous qui est fondamental. Puisqu'on se trouve malheureusement confronté à beaucoup d'idées reçues, beaucoup de clivages. Donc, voilà. Merci Valérie. Peut-être qu'on va pour cette première présentation, je vais passer la parole à Michel, et on voit à travers tes propos aussi les limites qui sont liées au modèle initial de Combraille Durable, qui était basé sur un tarif de revient favorable à l'origine. Et on voit poindre aussi à travers tes propos un élargissement de votre périmètre d'action, et on y reviendra sur les deux questions à venir. Et puis du coup, en écho, Michel, toi, donc une coopérative d'énergie citoyenne du pays d'Avignon qui s'est créée 10 ans plus tard, donc en 2019, qui est également labellisée énergie partagée, et s'est donné comme mission de produire collectivement une énergie renouvelable et locale et promouvoir la maîtrise de l'énergie pour un développement durable du territoire. Donc vous êtes engagé aujourd'hui aussi avec le Coopter dans un projet de développement à l'échelle d'une zone d'activité économique avec l'idée d'embarquer les entreprises, les salariés, les autres acteurs de la zone d'activité économique dans la co-construction d'un modèle d'énergie citoyenne partagée, avec pour repère, pour le coup, le référentiel aussi de l'EFC. Donc, on voit 2009, territoire rural, 2019, un territoire urbain qui démarre dans un contexte qui est différent, avec un tarif de rachat qui n'est pas le même,
même si la raison d'être est la même, vous démarrez différemment. Donc, est-ce que tu peux, toi, Michel, en tant que du coup, président de la SIC, et qui avait déjà mis ce pied dans l'UFC parce que vous avez travaillé dans le cadre d'une coopération avec un club local, le club Terre UFC Provence, sur la production d'un livre blanc autour des enjeux de coopération publique et privée pour prendre en charge la transition énergétique. Donc, toi, est-ce que tu peux nous dire, dans ce contexte qui est totalement différent, territorial et économique, avec aussi comme prérequis finalement la coopération entre acteurs pour démarrer, on voit un petit peu la différence. Est-ce que tu peux préciser les intentions initiales à l'origine du projet d'Enercipa et aussi peut-être quelles limites tu vois poindre ou quels enjeux tu vois se dessiner aussi pour poursuivre le projet d'Enercipa. Voilà. Bonjour, donc Michel Papazian, voilà, je représente ce collectif citoyen, Énergie citoyenne du pays d'Avignon, Enercipa, donc voilà, qui a été initié en 2019 par des habitants du territoire. Alors en fait, nous avons été inspirés par Enercop, qui nous a fait connaître ces projets citoyens. Nous voulions agir concrètement pour la transition énergétique de notre territoire. Et c'est en tant que sociétaire Enercop, un petit groupe de sociétaires Enercop, qui s'est constitué, et c'est Enercop PACA donc, qui nous a fait connaître ce sont ces projets citoyens, fédérés en France depuis plus de 15 ans par Énergie Partagée et accompagnés également par Énergie Partagée. Donc voilà, nous agir localement pour la transition énergétique à travers une production d'énergie renouvelable locale et la promotion des économies d'énergie. Hein. Dès le départ, on était dans cette démarche, négawatt, d'inclure dans nos projets les économies d'énergie, parce que en réalité, c'est la seule énergie véritablement propre, hein, celle qui n'est pas consommée, donc qui n'a pas besoin d'être produite, il faut le rappeler. Donc pour nous, c'est la principale. Voilà, donc alors, première chose, dès le départ, nous avons eu de très bonnes relations avec la ville d'Avignon, que ce soit les agents, enfin les services techniques et les élus qui nous ont soutenus dès le départ dans cette démarche. Et donc, nous avons d'ailleurs notre premier projet qui est en cours de développement avec la ville d'Avignon. On va y revenir, hein, notamment des écoles. Voilà, parce que nous, alors, dans une zone urbaine, la stratégie, si vous voulez, c'était d'équiper de photovoltaïques, des toitures et parkings, donc de taille moyenne, sur des sites d'intérêt général ou emblématiques, pour sensibiliser leurs usagers à travers un projet concret. Voilà, c'est ça qui était important pour nous, embarquer les usagers, parce que pour eux, c'est un projet concret. Donc voilà, un levier pédagogique à travers un projet concret. Alors des écoles, voilà, je l'ai dit, avec la ville d'Avignon, puis aussi des tiers-lieux. Nous avons des projets avec des tiers-lieux. Alors, justement, parce que nous nous sommes dès le départ appuyés sur notre réseau associatif, et puis nous l'avons même développé. Voilà, nous avons des liens forts avec les associations locales. Nous avons créé des ponts avec les transitions sociétales, hein, écologiques, agricoles et alimentaires, économiques. Donc, par exemple, des projets financés par la NEF et en partenariat avec la Roue, notre monnaie locale complémentaire, des projets sur des fermes de terre de liens, sur des tiers-lieux, bon là il y en a plusieurs, et des projets sur des zones d'activité économique avec le club Terre UFC Provence. Voilà, donc j'ai participé à ce bout de travail. Hein. Moi, issu du monde de l'entreprise, j'avais à cœur de développer ce projet aussi auprès des entreprises. Je voyais aussi un levier important pour sensibiliser le citoyen situé sur son lieu de travail. Voilà, et donc, quoi dire d'autre? Bon, je ne rappelle pas la démarche, enfin, je peux rappeler en quelques mots la démarche citoyenne. Hein, ça n'a pas été dit dans le détail, c'est l'ancrage local, gouvernance ouverte, exigence écologique et une finance éthique et citoyenne. Il ne faut pas oublier que nous aussi, enfin, alors on n'est pas dans une non-lucrativité, on est dans une lucrativité limitée, c'est-à-dire qu'on mobilise aussi l'épargne citoyenne et on offre une solution de placement aux citoyens, une solution de placement à long terme qui a du sens, voilà, qui est concrète, éthique. Voilà, donc les difficultés qu'on a rencontrées, même si nous, voilà, on existe depuis peu, on a déjà des difficultés, évidemment, c'est essentiellement lié au bénévolat, hein, qui montre quand même des limites. Hein, on manque de ressources humaines pour porter les projets et pour faire émerger et animer des communautés énergétiques. Voilà, donc
Donc, c'est pour ça aussi que nous appuyons sur la coopération avec d'autres structures. Hein. Nous essayons de créer des synergies, des dynamiques avec d'autres structures et des tiers-lieux notamment. Alors, est-ce que je vous parle tout de suite, j'en dis plus sur ce projet, on en dira plus tard sur la zone d'activité. Oui, on va peut-être en parler un petit peu plus tard dans le déroulé des questions. Je vais effectivement, Jean-Michel, si tu veux enrichir déjà ces deux premiers propos introductifs qui présentent les deux témoignages. Enrichir, je n'en suis pas sûr, mais effectivement, ça suscite quelques petites questions. D'abord, bravo, hein, c'est courageux, hein, ces projets-là. Je note, mais vous me corrigerez si j'interprète mal vos intentions, mais je note que le point de départ, c'était quand même une vocation un peu citoyenne, civique. On veut développer les énergies renouvelables parce qu'on sait bien qu'on en a besoin. Mais Michel a bien souligné un autre aspect, c'est les économies d'énergie. Alors j'aimerais savoir si du côté de Valérie, elle ne l'a pas cité, mais peut-être que c'est une préoccupation qui était présente également dans le projet. Et effectivement, il y a d'autres aspects, comme je le disais dans mon propos introductif, il y a d'autres aspects à la transition. Il y a bien sûr le mix énergétique avec les énergies renouvelables, les économies d'énergie, tout ce qui a trait aux usages, Michel l'a cité, mais peut-être aussi la lutte contre les précarités énergétiques, etc., etc. Est-ce que vous avez été soumis à des attentes, enfin l'expression d'attentes de la part de tiers sur ces sujets au cours des années qui viennent de se dérouler? Alors pour Combray Durable, on est aussi sur la dynamique négawatt, hein. Sobriété, efficacité, renouvelable. Donc le triptyque qui de toute manière en fait est lié. On peut pas s'occuper de développer des énergies renouvelables sans penser, ou des énergies tout court, hein, sans penser aussi à ce qu'on appelle, on a le maître mot actuel qui s'appelle sobriété, sachant que des associations comme Negawatt y travaillent depuis des années sur cette question de la sobriété et de l'efficacité. Donc ça, c'est un triptyque qui fait partie de notre ADN, en sortant des projets, effectivement, beaucoup de nos projets sont sur des écoles, donc il y a aussi une démarche d'éducation, de sensibilisation, qui ont été portées par les bénévoles jusqu'à présent, qu'on essaye effectivement, du fait que maintenant je sois salariée, de développer un peu plus. Mais en tout cas, oui, c'est bien une question qui est en parfaite connexion avec. C'est pas parce qu'on va développer des énergies, et notamment des énergies renouvelables, qu'on peut pas se poser la question de comment est-ce qu'on peut consommer moins, sachant qu'effectivement, tout ce qu'on fait est en rapport avec le territoire, reste sur le territoire en termes de richesse, de valeur ajoutée, etc. Donc oui, pour nous, c'est incontournable et voilà, ça fait partie de la dynamique. D'accord. Merci. Bon, Michel, si tu veux ajouter quelque chose. Alors, oui, sur la précarité, ouais, on pourrait en dire un mot, parce que nous, on est pas mal sollicités. J'ai oublié de le citer. J'ai parlé de tiers-lieux, mais je n'ai pas parlé des copropriétés. On est de plus en plus sollicités par les copropriétés pour installer du photovoltaïque. Et donc, on prévoit de mettre en place, là, de créer aussi des petites communautés énergétiques à l'échelle d'une copropriété pour faire des économies d'énergie et des économies sur la facture, en réalisant des opérations d'autoconsommation collective. Hein. Donc, on autoconsomme, on partage la production. Donc, voilà aussi. Donc, là, un impact très concret sur la précarité énergétique. Hein. Si on mène des projets. Mais je pense qu'on va y revenir tout à l'heure, justement, sur ces questions. Non, je voulais voir, justement, si dans le déroulé, le point de départ, c'est production d'énergie, mais effectivement, ça s'enrichit au fil de l'expérience, d'autres enjeux. Brigitte, j'ai d'autres à ajouter pour le moment. Ça veut dire que c'est une bonne transition pour la deuxième question, au final, qui porte un peu aussi sur voilà, le modèle de revenu originel qui repose d'abord, avant tout, en tout cas sur la
la vente d'électricité renouvelable. Et puis, au final, on voit bien qu'à travers vos premiers exposés, vous produisez d'autres effets qui sont certains intentionnels, voilà, produire de l'énergie et puis aborder la question de la consommation, de la réduction des consommations énergétiques. Et puis, au final, on voit bien qu'en tirant le fil, il y a d'autres choses qui se passent et qui ne sont pas forcément, qui n'étaient pas forcément prévues à la base. Voilà, donc vos modèles de revenus, comme je l'ai dit, reposaient en premier lieu sur la vente d'électricité renouvelable. On l'a vu particulièrement pour Combrailles Durable, qui en plus aujourd'hui, avec la baisse du tarif de rachat, re-questionne quand même ce modèle de revenus financiers et qui vous interroge sur votre capacité aussi à vous lancer dans de nouveaux projets. Et quand on a préparé ces entretiens avec Jean-Michel et puis moi, la chance de pouvoir accompagner Nercipa et Combrailles Durable, je me plonge un peu plus profondément dans les projets, on prend conscience en fait que la valeur créée par vos initiatives ne se réduit justement pas au simple kilowattheure produit et vendu. Et on voit que vous apportez d'autres dimensions de valeur, notamment une valeur sociétale et territoriale, vous l'avez quand même pas mal déjà évoqué. Et on avait envie de citer l'exemple qui m'a marqué moi, pour Combrailles Durable, d'une sociétaire qu'on a interviewée il y a très peu de temps et qui nous confiait, parce qu'elle habitait le Sud, elle voulait quitter la région du Sud, pardon Michel, pour s'installer plus dans le centre de la France. Et en fait, dans ses recherches, elle a un des éléments qui a été déterminant, c'est la présence de Combrailles Durable sur le territoire des Combrailles. Et en fait, on s'est rendu compte, et je pense que Valérie, entre autres, aussi peut-être à ce moment-là, que finalement, Combrailles Durable est aussi un facteur d'attractivité territoriale pour des habitants, des personnes qui souhaitent s'interroger sur la valeur territoriale. Donc, du coup, une question pour toi, Valérie, puis j'en aurai une autre pour toi, Michel. Du coup, quelle perception de votre rôle, du rôle de Combrailles Durable, ont vos bénéficiaires directs, indirects? Et puis, même vous, avez-vous identifié des retombées inattendues auxquelles vous ne vous attendiez pas à la base de votre activité qui sont positives pour le territoire et pour lequel aujourd'hui, il n'y a pas forcément un modèle de revenu, une contrepartie monétaire par vos bénéficiaires, directs, indirects? Est-ce que déjà tu peux répondre à cette première question, à cette question-là, sur la perception de Combrailles Durable au-delà de la production d'électricité renouvelable? Et puis j'en aurai une pour toi, Michel. Oui, cette perception, elle s'est faite au fil de l'eau, au fil des années. C'est vrai que maintenant, on peut dire qu'on a un peu d'expérience, un peu de, un peu de bagage et on peut prendre un peu de recul sur toutes ces années. C'est vrai qu'au départ, ça a commencé avec les habitants de Loubera et petit à petit, en allant investir d'autres villages alentours voisins, les choses ont évolué. On a aussi des coopérateurs, sociétaires coopérateurs qui nous apportent leur soutien et qui ne sont pas forcément sur le territoire auvergnat. On en a un peu partout en France, on en a au Canada. Voilà, c'est un peu. On est maintenant 370 sociétaires. Donc, c'est vrai que l'exemple de Mandel, qui est bénévole chez nous maintenant depuis un peu plus d'un an, c'est vrai que ça nous a touchés parce qu'on s'est dit effectivement, ouais, on commence à avoir un peu de reconnaissance. On a un peu on rayonne un petit peu, c'est plutôt bien. Après, c'est vrai que comment on est perçu, en fait, on a ces 370 coopérateurs, on a une dizaine de bénévoles actifs. Ça, c'est toujours un peu le nerf de la guerre, hein, ce que disait Michel tout à l'heure, hein, c'est toujours... Combrailles Durable sans les bénévoles n'aurait jamais pu exister et perdurer dans le temps, ça c'est un fait, hein. Comme n'importe quel collectif citoyen de toute façon. Donc c'est vrai qu'on il y a différents types de regards par rapport à notre structure. Et puis on a aussi tous les acteurs du territoire qui effectivement au départ nous regardaient un peu comme des ovnis. Avec des idées un peu bizarres, et puis sachant qu'effectivement il y a quelque chose aussi qui est assez important, c'est que
la force d'un collectif nous pousse à faire des projets sur lesquels on ne se serait jamais embarqué. Moi, je viens du monde de l'architecture, je suis architecte de formation, j'ai bossé dans la com, et j'ai atterri dans les énergies renouvelables avec mes zéro connaissances. Et en me frottant à ce collectif de combat durable en tant que bénévole au départ, et ensuite administratrice et puis salariée, du coup, on a des montées en compétences qui sont fulgurantes, quoi. Et ça, c'est hyper riche, une très belle expérience humaine, une très belle expérience aussi de se nourrir aussi sur ces sujets-là et de se dire qu'effectivement, on peut être, entre guillemets, des touristes professionnels quelque part, et puis se dire que à la fin, on arrive à sortir des projets d'énergie renouvelable. Donc, ça fait partie aussi, je pense, la volonté de certains de vouloir intégrer des structures comme la nôtre. C'est aussi pour se former, pour comprendre un peu mieux, apprendre un petit peu, débattre ensemble avec une gouvernance 100% citoyenne, donc horizontale, entendre tout, voilà, tout ce qui peut se dire au sein de notre collectif. Donc voilà, c'est avant tout une magnifique expérience humaine, et voilà, et je pense que beaucoup y sont sensibles. Ensuite, après, au niveau des acteurs du territoire, on est pas mal vus, regardés comme des experts. Ça nous fait toujours un peu rire, mais au-delà de ça, effectivement, oui, je pense qu'on peut apporter, au-delà des projets qu'on peut bâtir main dans la main avec les collectivités. Oui, il y a tout ce volet, effectivement, sensibilisation, animation qui commence à faire corps dans notre structure, et justement, c'est là où on s'interroge au niveau du modèle économique, comment est-ce qu'on pourrait le valoriser davantage. C'est un enjeu de reconnaissance et d'identification, de conscientisation de tout ce que vous faites pour leur donner une valeur, pour pouvoir conduire à la reconnaissance aussi par de nouvelles formes de conventions financières, monétaires, non monétaires, avec différents partenaires, en effet. Mmh. Du coup, Michel, de votre côté, du côté d'Enercipa, on avait en tête un exemple un petit peu différent qui, du coup, bénéficie à d'autres acteurs de votre territoire d'intervention qui vient soutenir la coopération, notamment l'Agence locale de la transition énergétique qui est située dans le Vaucluse et qui mène des actions de maîtrise de l'énergie, voire de lutte contre la précarité énergétique, et vous apportez vous-même, par votre propre modèle, un financement qui leur est attribué pour pouvoir justement prendre en charge des actions de maîtrise de l'énergie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la manière dont ça fonctionne? Là, c'est pas que ça vient soutenir le financement d'Enercipa, c'est qu'Enercipa, à travers les projets que vous portez, vous pouvez venir financer des actions portées par d'autres acteurs. Est-ce que tu peux donner un petit éclairage sur ce que vous proposez? Oui, dès le départ, on s'est demandé comment financer des actions de réduction des consommations, dans la démarche que j'ai évoquée tout à l'heure, Négawatt. Et donc, dès notre premier projet, nous avons proposé, nous avons eu l'idée de valoriser les loyers que l'on verse en général dans ce genre de projet. On loue des toitures pendant 20 ans, donc on verse un loyer pendant 20 ans. Donc, valoriser ces loyers sous forme de prestations d'actions pédagogiques. Et donc, la ville d'Avignon a été séduite par cette idée. Et donc, au lieu de leur verser les 25 000 € qu'on aurait dû leur verser pendant 20 ans, on a commandé 50 jours de prestations à l'ALT, notre partenaire, l'Agence locale de la transition énergétique, puisque eux, ils ont une expertise dans ce domaine-là, la pédagogie à la transition énergétique. Ils ont une équipe, des spécialistes. Donc, on se dit, comme je disais tout à l'heure, on est limité au niveau du bénévolat, donc on ne va pas le faire nous-mêmes, on va le faire faire à ceux qui savent faire. Pour moi, c'est ça la coopération. Et puis, il y a donc ce levier aussi du modèle économique. Donc, effectivement, il faut être astucieux, essayer de trouver des solutions
au niveau du modèle économique. Et donc, il y a cette idée-là. Et puis aussi, bon, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on essaie d'inclure des prestations d'animation citoyenne aux grands projets, en y participant aux côtés de nos partenaires opérationnels. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus sollicité par on va dire les grandes entreprises du secteur de l'énergie qui développent de gros projets pour participer à ces projets sur le volet citoyen, sur la démarche citoyenne. Donc, nous, on essaie d'inclure au modèle économique en échange de notre participation et des prestations d'animation citoyenne. Et puis aussi, on les forme à la coopération et à la coopération territoriale et à cette démarche citoyenne qu'on essaie d'infuser ces valeurs-là auprès de ces industriels qui, jusqu'à aujourd'hui, ont plutôt une approche très classique, quoi. Donc voilà, changement de modèle économique. On est déjà un peu, déjà très influencé par l'EFC. Voilà, alors est-ce que je parle aussi parce que c'est peut-être l'occasion de parler aussi coopération, parce qu'en fait, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, donc nous sommes aussi sous une forme de société coopérative d'intérêt collectif. Nous avons choisi cette forme juridique pour fédérer tous les acteurs du territoire autour de la transition énergétique. Et donc d'ailleurs, la ville d'Avignon vient de voter sa participation au capital et à la gouvernance d'Enercipa. Donc voilà, ça c'est une chose importante. Donc nous essayons pour nous de mobiliser, de fédérer tous ces acteurs dans nos projets. Donc je disais, voilà, nous travaillons de manière opérationnelle avec les acteurs de l'énergie. Nous ne faisons pas nous-mêmes. Nous, notre rôle, c'est plus l'animation citoyenne et on est, si vous voulez, garant de la coopération, on est garant de la démarche citoyenne, on est le tiers de confiance, si vous voulez, c'est-à-dire que voilà, c'est en ça que je pense que c'est comme ça qu'on est perçu notre expertise, c'est plutôt ça, c'est-à-dire c'est l'animation citoyenne une action pour l'intérêt général, pour l'intérêt du territoire. Donc voilà, est-ce que c'est l'occasion de parler aussi de la coopération, de ce partenariat opérationnel avec le Grand Avignon sur le projet? Oui, tu peux peut-être en dire 2 mots et puis comme ça, je redonnerai la parole à Jean-Michel qui pourra aussi renforcer les messages. C'est justement les enjeux les conditions de création, de confiance, de pertinence entre acteurs pour pouvoir prendre en charge collectivement des enjeux plus larges de la transition énergétique. Donc, ça pourra faire le lien si tu veux bien. Oui, rapidement, parce que tu l'as déjà évoqué, ce projet donc à l'échelle d'une zone d'activité co-construit avec tous les acteurs. L'idée au départ, c'était de se dire, certaines entreprises n'ont peut-être pas de toiture ou de parking éligible pour du photovoltaïque, et d'autres, ils en ont peut-être, mais ils n'ont pas le temps de s'en occuper, ou ils n'ont pas de financement, de capacité de financement. Donc l'idée, c'est de mutualiser tout ça, de partager c'est-à-dire que une entreprise peut par exemple financer une installation sur le toit du voisin. Donc c'était ça un peu l'idée de départ, et donc voilà, cette idée de mutualiser des moyens de production et de partager l'électricité produite en l'autoconsommant pour embarquer tous les acteurs, notamment même les plus petits qui eux n'ont pas du tout pour le coup, les petites entreprises potentiel, alors pas beaucoup de possibilités de financer, pas de toit, mais ils peuvent aussi participer et réduire la facture. Donc c'est vraiment le but, c'est d'embarquer dans ce modèle d'énergie citoyenne à l'échelle d'une zone d'activité, d'embarquer tous les acteurs et de créer favoriser la coopération entre tous ces acteurs afin de faire émerger des synergies nouvelles entre acteurs, intégrer des services aussi au modèle. Donc là aussi, nous sommes sur le levier du modèle économique et de la coopération, mais aussi de la solidarité entre acteurs. Grandes entreprises peuvent aider justement en mettant à disposition leur toiture des petites entreprises à réduire la facture. Brigitte, je me permets, parce que comme j'ai vu que Thibaut, qui a co-animé l'atelier, avait la main levée, je me demandais si Thibaut, tu souhaitais ajouter quelque chose ou peut-être apporter un éclairage sur ce sujet. Oui,
prends un peu la liberté de cette parole en 2-3 minutes, mais alors je co-anime l'atelier avec Stanislas qui est un électricien, Jean-Michel qui est un gazier et moi qui représente un peu les territoires puisque j'étais DGS de l'ESSANGOEL. On a fait une stratégie de transition énergétique avec Megawatt. Je suis adjoint en maire à Lens. Et comment vous dire, la mutation du projet Négawatt, je pense que j'ai la faiblesse de croire, ou c'est un peu orgueilleux, mais enfin, j'ai déjà entendu Négawatt sortir du triptyque pour l'ouvrir à la question du territoire et la question du travail, hein, en fait, du regard sur le travail. Je les ai entendus se mettre dans ce chemin-là et qui se rapprochaient du référentiel de l'EFC. Alors moi, ce que ça m'inspire, tout ce que j'entends, je vois deux choses, hein. Il y a la question de la société civile organisée. C'est un moteur quand même extrêmement puissant parce on voit Combraille, on voit les territoires, mais en fait il y en a plein partout, il y a plein d'acteurs. C'est très étonnant parce qu'on a un gazier, un électricien, un territoire, c'est les acteurs un peu historiques de l'énergie, et on voit en réalité émerger toute une série d'acteurs, mais vraiment en masse, quoi, d'une société civile organisée qui cherche à prendre en charge les questions beaucoup plus profondes de l'énergie. Je crois qu'il y a un sujet extrêmement puissant derrière. Et le deuxième sujet, c'était la question qu'on s'est posée en initiant ce petit webinaire, c'est en quoi notre hypothèse de l'organisation réflexive qu'a parlé Jean-Michel, elle est pertinente ou pas. Parce que dans notre référentiel, on a effectivement le triptyque sobriété, efficacité, ENR. Donc on sent bien que c'est très engagé, hein. On a une question sur la précarité, on sent que c'est quand même engagé, mais moi je commence à me dire que ça bute parce que par exemple dans le bassin minier, on a des maisons classées au patrimoine de l'UNESCO, on veut les rénover en énergie, ça coûte 150 000 euros pour des gens qui ont 800 euros de revenus. Donc on a du mal en réalité à prendre en charge des retraités, des femmes de ménage retraitées qui ont 800 euros de revenus mensuels. Et on a du mal à prendre en charge collectivement une rénovation d'une belle maison des mines à valeur patrimoniale historique, donc on préférera presque la détruire et en construire une plus économe, mais on perd une qualité d'image du territoire. Enfin, il y a quelque chose, on sent que cette question, elle est un peu plus complexe. Et surtout, les questions que vous portez là sur tous les acteurs engagés, tout d'un coup, dans tous ces systèmes, donc je vois la nef, je vois les questions de bénévolat, les questions TER2F, c'est tous les acteurs, les collectifs, les mairies qui disent d'ailleurs, nous on sait plus faire, vous faites quoi. Je veux dire, mais en même temps, on sent que la mairie, elle est en capacité d'offrir des toitures, des choses comme ça. Tous ces acteurs engagés, en fait, je trouve que notre hypothèse, elle est quand même plutôt, ça valide plutôt l'idée que il y a besoin d'espaces pertinents d'intermédiation, de réflexifs, alors que ce soit dimensionné, soit une copropriété en autoconsommation collective, c'est pas la même chose que quand on fait du photovoltaïque sur des zones avec des agriculteurs ou terres de liens. Mais à chaque fois, c'est cette question, je trouve, qui apparaît. Et en filigrane de cette question, je vais peut-être finir là-dessus, c'était comment on partage la valeur créée. Parce que là, vous avez tous, mais je pense que tout le monde a fait ce chemin-là. On commence à ouvrir à d'autres modèles de financement qui sont des prestations. On commence à rendre un service qui devient un petit peu différent que celui qui est de vendre et d'acheter de l'énergie ou de fabriquer et de vendre de l'énergie qui était le moteur de départ. Tout d'un coup, on voit bien que même financièrement, il y a quelque chose qui se dégage d'une capacité à aider les autres à moins consommer, à les sensibiliser et on sent bien qu'il y a la dimension EFC, elle devient extrêmement pertinente. Il n'en reste pas moins que si on veut comprendre quelles sont les nouvelles conventions, la nouvelle contractualisation qu'on a à en faire entre tous les acteurs, j'ai plein d'exemples personnels, mais je vais pas les raconter, mais enfin, voilà, je vois bien qu'à un moment donné, on a besoin de se poser dans des endroits où on met en discussion jusqu'à la question du partage de comment ça se finance et qu'est-ce qu'on en fait collectivement. Donc moi, vos témoignages ont plutôt tendance à valider notre hypothèse et à poursuivre le travail de l'atelier, le travail de l'atelier dans cette direction. Voilà, je repasse la main, j'ai juste fait cette petite encart promotionnelle de l'atelier. Enfin, tes propos sont très intéressants. Je pense qu'il faudrait y revenir à la fin, quand les témoignages sont finis, parce qu'effectivement, ça ouvre des débats. Mais bon, Brigitte, je ne sais pas, tu avais des choses à ajouter ou...
C'était plus de te redonner. Écoute, oui, bon, c'est ça que je voulais que tu me valides. La parole. Je voulais revenir sur bon, ce qui a été dit là. Effectivement, moi, je note que, et je pense qu'on est assez d'accord là-dessus, c'est que vos activités aujourd'hui, certes, vous fournissez des énergies renouvelables, mais vous fournissez plein d'autres choses qui sont utiles. Bien entendu, c'est ce qui nous intéresse. Des choses utiles pour les territoires, pour vos bénéficiaires. Donc, il est important d'identifier justement les bénéficiaires qui vont tirer profit de ces retombées positives de vos activités, qui ne sont pas forcément, d'une part, identifiées, d'autre part, liées à la volonté initiale, mais qui existent néanmoins et qui sont tout à fait importantes pour la vie des territoires. Donc, identifier les bénéficiaires, les associer à vos activités pour mieux intégrer finalement leurs attentes, et puis, pourquoi pas, accroître les effets utiles en les entendant, et peut-être ces bénéficiaires pourraient vous apporter une contrepartie, pas forcément financière, mais une partie des moyens qui permettraient de faciliter votre activité. Je pense que cette mécanique peut exister, peut être utile pour chacun d'entre vous et d'entre nous d'une façon générale. Mais pour ça, il faut créer les conditions pour que ça se réalise. Et c'est là, alors je ne veux pas dévoiler la suite parce qu'on n'a peut-être pas terminé les questions, mais on voit que l'importance de ces échanges, l'importance de l'identification des gens qui peuvent nous aider et qui bénéficient de votre activité, et après, il faudra qu'on regarde comment on met en œuvre ces relations et comment on investit finalement sur ces relations et ces retombées positives. Est-ce que je pourrais rebondir un peu sur les propos de ce qui a été dit précédemment? Il y a une chose importante, je trouve, par rapport au territoire, à la dimension du territoire et aux acteurs. C'est nous, bon, Combray Durable, on est sur un territoire défini. On est d'ailleurs précurseur de ce qu'on appelle le développement de grappes solaires, c'est-à-dire de grappes de projets. C'est voilà, comment est-ce qu'on peut monter des projets sur un territoire défini. Ce qu'on voit, nous, on est né de copier-coller d'autres collectifs citoyens qui existaient bien avant nous. On porte aussi très fortement dans notre ADN cette démarche d'essaimage et de ne pas devenir un énorme collectif citoyen parce qu'on y perdrait notre âme, mais c'est bien aussi de porter le regard sur chaque territoire à sa propre façon de faire, à ses propres acteurs. Donc en fait notre ADN aussi est porté sur le fait d'essaimer. Sur le territoire du Puy-de-Dôme, on a porté quatre autres projets de collectifs citoyens, dont un collectif qui porte un projet éolien, le premier parc éolien citoyen auvergnat, et 3 autres qui sont à peu près sur notre modèle et qui sont formés en société coopérative d'intérêt collectif. Donc en fait, l'idée, elle est là aussi, c'est de voir un peu les personnalités qui sont prêtes à franchir le pas et à leur laisser, en fait, à leur apporter toute notre expérience, notre retour d'expérience, et qui fassent des choses sur leur territoire avec les propres opportunités du territoire et les acteurs. Et ça, c'est quelque chose qui est, en tout cas dans ces collectifs citoyens, qui est, voilà, pour nous, qui est vraiment fondamental, quoi. Michel, tu voulais apporter des éléments complémentaires ou peut-être après Jean-Michel, justement, enfin, je pense qu'on pouvait… On peut enchaîner, puis les éléments… enchaîner, en fait, peut-être un peu réajuster notre fusil d'épaule par rapport aux questions qu'on s'était proposé de poser, parce qu'on a déjà abordé, justement, on a balayé la question des effets utiles et puis commencé à poser les enjeux de la mise en place d'un système plutôt local qui intègre plusieurs acteurs. Thibault en a parlé, et toi également, et donc qui nécessite justement
d'avoir des ingrédients un peu indispensables que sont ce qu'on appelle dans le jargon de l'EFC, ces ressources immatérielles stratégiques, là. La confiance, la pertinence, les compétences, et puis l'organisation qui soutient l'engagement des différentes parties prenantes. Donc, dans cette visée, on avait une question peut-être complémentaire à vous poser, Michel et Valérie, et puis redonner ensuite la parole, Jean-Michel, sur justement ce rôle spécifique dont vous avez déjà évoqué, hein, de ces coopératives citoyennes qui sont eux-mêmes porteurs de l'appropriation de l'énergie. Vous en avez beaucoup parlé déjà. Et dans la nécessité de mettre en place une solution voilà, qui intègre des acteurs historiques, des collectivités locales, le rôle spécifique des coopératives citoyennes, quel pourrait-il être pour renforcer justement la confiance des habitants, des autres parties prenantes, des acteurs engagés dans ces écosystèmes-là. Parce que, voilà, comme l'a aussi souligné Jean-Michel, tout au démarrage de ses propos, le développement d'énergie renouvelable parfois soulève certaines hostilités d'acteurs locaux. Donc, le rôle spécifique de vos coopératives, enfin, voilà, pardon, je bafouille, le rôle un peu déterminant pour installer la confiance sur vos territoires, quel peut-il être dans la perspective d'un écosystème qui se crée, et ce qui renverra à la nécessité de développer voilà, un ensemble de ressources immatérielles stratégiques dont Jean-Michel parlera tout à l'heure. La question n'était peut-être pas très claire. Je pense que c'est mettre tout le monde autour de la table. C'est déjà c'est important quand il y a des oppositions, voilà, de mettre tout le monde autour de la table, toutes les parties prenantes. Ça, c'est déjà une première chose, hein, je pense. Et puis sur les ressources immatérielles, alors il y a ce que je voulais dire, j'ai perdu mon fil. Sur excusez-moi, j'ai perdu mon fil. Ça nous arrive à tous. Hein. Ouais. Après, on avait des questions très concrètes. Je peux enchaîner si vous voulez. Enfin, vas-y Valérie, excuse-moi, j'ai perdu, ça va me revenir. Déjà, en fait, nos formats, SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, c'est la base même, en fait. C'est-à-dire qu'on regroupe au sein de la structure, de ce type de structure, des citoyens, des entreprises, des associations, des acteurs, enfin des collectivités. Donc déjà, on essaye, de par ce format, de mettre tout le monde autour d'une même table. Et de discuter effectivement de ce qui pourrait être développé ensemble. Donc voilà, c'est déjà ça porte. On a le véhicule pour porter ça. Et après, ouais, je perds le fil aussi. La question était un peu longue, Brigitte. Pardon, c'est la labellisation. J'ai pris les pieds dans ma propre question, pardon. Il y a la labellisation énergie partagée aussi, la labellisation, hein, c'est-à-dire on est dans c'est-à-dire une adhésion au pilier de la démarche citoyenne, hein, que j'ai cité tout à l'heure un peu rapidement. Hein. Mais effectivement, quand on rentre dans un collectif citoyen, dans une société coopérative, une SIC, une société coopérative, nos SIC, effectivement, on adhère à cette démarche citoyenne qui est fondée sur des retours d'expérience, hein, depuis plus de 15 ans. Donc, je répète, ancrage local, gouvernance ouverte, exigence écologique et finance éthique et citoyenne. Il y a aussi cet aspect-là. Et on a aussi tous les réseaux, les réseaux régionaux comme par exemple en Auvergne-Rhône-Alpes, le réseau Oracle, qui anime au niveau régional voilà, toutes les structures cousines, grandes sœurs, petites sœurs, où on peut justement faire nos partages d'expérience et nos retours d'expérience. Et voilà, ça aussi, c'est important de se savoir, comment dire, d'avoir des appuis comme ça, régionaux, nationaux, pour pouvoir voilà,
nous apporter nos expériences et aussi nos interrogations, voilà, les choses qui fonctionnent pas. C'est aussi important pour nous d'avoir ces ancrages. Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut passer à la phase un peu question.